Bien, bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle fois, bienvenue dans cette nouvelle édition du Cement Lab qu'on se consacré cette année, cette fois-ci, à la biodiversité et comment favoriser et générer finalement cette biodiversité. Quelques mots tout d'abord en termes d'organisation. C'est une nouveauté aussi pour nous de faire cette édition du Cement Lab de manière en distanciel. Et donc, il y aura peut-être quelques petites accros sur la fluidité, mais voilà, je ne pense pas. Je pense que ça va bien se passer. La règle de base est bien évidemment de rester pour chacun avec le micro coupé et de l'ouvrir que quand vous souhaitez poser une question. Et en ce qui concerne les questions, eh bien, je vous suggère d'utiliser le petit outil de chat qui me permet de voir s'il y a des questions et qui seront posées donc en fin d'exposé. Voilà. Un petit retour sur le Cement Lab. Donc, c'est essentiellement une plateforme d'échange qui permet de relier l'industrie traditionnelle avec le réseau des startups et qui permet d'envisager la meilleure transition et la meilleure incorporation des innovations pour plus d'agilité, comme on dit en ce moment sur le plan du vocabulaire. Et voilà, il y a un certain nombre donc d'éditions du Cement Lab qui ont été réalisées avec différents thèmes, et le système fonctionne plutôt bien. Et donc pour aujourd'hui, le programme tel que vous devez le voir à l'écran et donc va faire intervenir un certain nombre de start-up sur cette promotion ou facilitation de la biodiversité. Et donc nous aurons l'intervention de Léonard, qui est une plateforme de prospective et d'innovation de la société Vinci. On aura ensuite un exposé de EcoVivo, qui est aussi une marque de Vinci Construction, et dédiée à la réalisation de projets d'aménagement écologique, ainsi qu'une présentation de Xtree sur les récifs de corail imprimés, et ensuite des interventions de Urbalia et de Sources Urbaines. Et donc, à l'issue de ces interventions, vous pourrez poser un certain nombre de questions limitées en nombre, parce qu'on est limité en temps, mais ensuite, conformément à la tradition, de toute façon, vous aurez les références pour contacter directement ces entreprises si vous le souhaitez. Ensuite, on aura la présentation du livre Béton Nature par Claire Barbou, donc, qui est secrétaire générale de Bétocib. Et à suivre, une présentation de l'agence d'architecture Chartier d'Alix, voilà, qui se fera entièrement en enregistré pour des questions de logistique. Et puis, alors, en termes de timing, moi, je passerai la parole à ce moment-là à Thomas Le Duron, qui vous emmènera ensuite à travers des cultures en ville, l'Urban Canopée et Vertuo, et avec ensuite un mot de conclusion. Donc voilà pour le programme de cet après-midi, que je sais être finalement assez riche en innovation et en initiatives extrêmement positives. Voilà, je vais passer la parole à Thomas pour une petite rétrospective historique, disons, même si l'histoire est relativement récente, sur le Cement Lab. Voilà, Thomas, c'est à toi.
Thomas? Ah, il semblerait qu'on ait des problèmes de connexion. Alors. Thomas, est-ce que tu m'entends? Alors moi, je vous entendais bien, mais visiblement, vous ne m'entendiez pas. Ah, voilà, maintenant c'est bon. Très bien. Bon, ben, je vais me répéter alors. Voilà. Bonjour à tous. Merci Laurent. Enchanté de vous recevoir tous virtuellement. On est un petit 70 pour l'instant en ligne. On avait plus de 130 inscrits, donc on verra si ça monte doucement dans la journée. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, on voit la présentation, mais il faudrait la mettre en grand. Il faudrait la mettre en plein écran. Ouais, voilà. Voilà, normalement, voilà. On se calme doucement. Parfait. Donc tout d'abord, un rappel sur les partenaires du Cement Lab. Donc, je vous rappelle que c'est les 4 groupes cimentiers français qui constituent le syndicat de l'industrie cimentière, ainsi que leurs partenaires dans la chaîne de valeur que vous voyez apparaître à l'écran, qui sont leurs partenaires et fournisseurs d'une manière générale. Un rappel sur ce que constitue finalement le Cement Lab, c'est une plateforme d'identification de toutes les solutions qui sont pertinentes ou exploratoires pour l'industrie du ciment. Et on se force à explorer finalement toute la chaîne de valeur depuis l'industriel, donc effectivement l'identification des ressources et la production des matières, à travers la logistique, l'usage sur le chantier, ainsi que les usages au-delà du chantier, hein, pour tout ce qui est exploitation, maintenance, esthétique, etc. Avec bien évidemment une boucle d'économie circulaire. Et notre ambition au Cement Lab, c'est de faire en sorte que les acteurs de la profession et de la filière aient un accès facilité et privilégié avec chacun de ces innovations, puissent se faire une opinion, puissent tantôt les tester, collaborer avec eux, collectivement partager avec le reste de l'industrie ce qui est bon à prendre et moins bon à prendre. Donc c'est une plateforme d'échange et de stimulation, je dirais, de l'innovation autour de ces sujets. Depuis 3 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. Depuis 2018, vous avez quelques dates qui apparaissent. Donc, plus d'une centaine de solutions innovantes qui ont été screenées. Et sans faire le détail de tous les éléments des statistiques, on voit qu'aujourd'hui, on a déjà plus d'une dizaine de solutions qui travaillent activement avec certains des partenaires. Et ça, c'est sans compter certaines collaborations qui sont encore confidentielles. Donc, il y en a fait plus que ça. Donc, on se rend compte qu'on a un facteur à peu près de 1 sur 10 de match, finalement, entre des solutions qui sont présentées d'une part et d'autre part, des solutions qui marchent. Et puis, au-dessus, un petit peu de perte en ligne. On en a plutôt 2 sur 10 qui vont assez loin dans la prise de contact et 3 sur 10 qui ont une prise de contact immédiatement après nos pitchs. Donc ça, c'est pour montrer que ça avance. On est assez scrupuleux pour suivre ces datas. Et comme je le disais, beaucoup de collaborations sont encore sous couvert de la confidentialité. On sait qu'en fait, il se passe un petit peu plus de choses que ce qu'on peut afficher. Le Cement Lab, ce n'est pas de l'événementiel, mais ça passe par des rencontres. Vous voyez ici un petit peu toutes les étapes qu'on a faites pour organiser ces rencontres. Voilà, on peut passer. On s'appuie généralement sur différents partenaires quand on organise ces rencontres. Vous n'arriverez pas à lire cette slide, c'est construit. En fait, c'est juste la liste des participants qui ont participé aux séances précédentes. Donc, vous voyez que ça dépasse très largement la filière béton. C'est vraiment la chaîne de valeur de la construction. On cible des maîtres d'ouvrage, des archis. D'ailleurs, on va en avoir aujourd'hui qui témoignent. Bien évidemment des industriels, mais aussi leurs clients, constructeurs et artisans. Et voilà, on est très fiers de pouvoir animer cette chaîne de valeur autour d'innovation dans le ciment. Voilà, je ne sais plus si j'avais une chose. Non? Voilà, très bien. Je te redonne la parole. Merci beaucoup Thomas pour cette rétrospective. Je pense qu'on peut souligner le taux que je trouve assez élevé finalement de concrétisation. 1 sur 10, c'est finalement tout à fait honorable. Et voilà, on voit que je pense sans trop faire de plan sur la comète, que le système fonctionne et que le contact direct entre
les entreprises, les startups innovantes et les entreprises traditionnelles fonctionnent plutôt bien. Voilà, eh bien, sans plus de transition que cela, je vais passer la parole donc à Baptiste Laurent de Léonard pour une présentation d'environ 5 minutes sur la plateforme de prospective et d'innovation de Vinci. Voilà, donc je laisse à Guillaume le temps de s'installer. Bonjour. Voilà, vous m'entendez bien? Bon, super. Très bien. Bon, bah, merci déjà de cette invitation. On est vraiment content d'être là et puis de participer au Cement Lab. Je m'appelle Guillaume Bazouin. Moi, je suis là pour vous parler de ce qu'on fait à Léonard. Je suis personnellement en charge de l'open innovation, des startups et de l'intrapreneuriat à Léonard. Et comme vous venez de le décrire, on est effectivement la plateforme d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Je peux avancer sur la prochaine slide. Du coup, encore une. Léonard, en fait, c'est une activité qui a été créée il y a un peu plus de 3 ans maintenant, qui a 2 grandes parties. Donc, la partie vraiment d'exploration qui est fondamentalement centrée sur 2 grands aspects. Alors, la partie de prospective qu'on anime, c'est quelque chose où là, on se projette, nous, sur des futurs à 10-15 ans, en se demandant quels vont être les grands impacts sur les industries qui sont les nôtres, donc construction, immobilier, énergie, mobilité. C'est très, très général. Pour vous donner un exemple, on a travaillé de manière assez avancée sur un projet de prospective qui est sur le véhicule autonome connecté et électrique. Donc, on a réuni des gens pour imaginer ce qu'était le futur à la fois de la construction et de l'exploitation, on va dire, de nos routes. Et donc, il y a un deuxième grand pendant qui est centré sur notre lieu qui est dans le 12e, Léonard Paris. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui y sont venus, mais on a 5000 m² qui sont juste à côté de la gare de Lyon, sur laquelle on anime énormément de conférences et d'événements on va dire, de veille, où on fait venir des startups, des entrepreneurs d'autres groupes, des gens qui font partie de ce monde-là. Et on dépasse très largement le cadre de quelque chose qui va être généralement considéré comme étant purement corporate. C'est-à-dire que notre ambition, c'est vraiment aussi d'animer cet écosystème au-delà des limites de Vinci. Deuxième grande partie de nos activités, c'est ce qu'on appelle l'innovation entrepreneuriale. Je vais aller assez rapidement là-dessus, mais c'est des activités qu'on opère depuis Léonard sur l'intrapreneuriat depuis presque 4 ans maintenant, et depuis 1 an et demi sur les startups et un parcours IA. Donc, on peut avancer sur, encore une fois, ce slide-là. Donc, je voulais juste faire un zoom aujourd'hui, puisqu'on est plus sur les intrapreneurs et l'entrepreneuriat en général, sur le type d'activité qu'on a pu lancer. Donc, de notre côté, sur l'intrapreneuriat, on a des choses aussi diverses que des bureaux d'études sur la résilience, une plateforme qui permet de digitaliser la gestion des déchets sur les chantiers. Next slide. Donc voilà, comme je vous disais, le parcours intrapreneur, c'est quelque chose qu'on fait depuis 4 ans avec une grande diversité et sur lequel on continue d'avancer. Et puis plus récemment, donc depuis un peu plus d'1 an maintenant, on a lancé des programmes qui sont dédiés aux startups. On a 2 programmes dédiés aux startups. Un premier qui s'appelle Seed, qui vise des entreprises qui sont vraiment au niveau du prototypage et qui sont en pré-amorçage d'un point de vue d'investissement, qu'on héberge chez nous à Léonard Paris, dans lesquels on investit une somme de 60 000 € et avec lesquels on a un programme de formation qu'on fait en partenariat avec l'université de Stanford en Californie. L'objectif étant d'aider ces boîtes-là à passer à l'étape supérieure et à vraiment lever de l'argent, pas nécessairement du tout avec Vinci, vraiment auprès des investisseurs quels qu'ils soient. Et on a un deuxième programme qui s'appelle Catalyst, qui est plus proche de ce qu'on va avoir habituellement en Open Innovation, où il s'agit là vraiment d'identifier une dizaine d'entreprises qui sont plutôt matures, qui peuvent venir de partout dans le monde
et avec lesquels on va dire sur ce créneau particulier, on pense que la meilleure boîte au monde aujourd'hui, c'est celle-ci, et on va recommander au groupe de travailler avec cette entreprise, et on va aider cette relation à travers, on va dire, toutes les embûches qui peuvent apparaître quand on essaie de faire une collaboration entre un grand groupe et une startup. Prochain slide, s'il vous plaît. 30 secondes. Les verticales dont je vous parlais, c'est celle-ci, hein, construction, immobilier, mobilité, énergie, smart city, donc qui recoupe l'ensemble de ce qu'on fait. Et je crois que c'est mon dernier slide. Donc, voilà, donc je voulais juste, pour finir, vous inviter à aller voir notre site. En fait, comme je le disais, c'est quelque chose qui n'est pas un lieu corporate du tout à 100%. On fait énormément de choses qui sont ouvertes à l'extérieur, donc je vous invite vraiment à vous inscrire sur la newsletter et à venir nous voir et à participer aux conférences qu'on organise en réel ou en virtuel en ce moment. Donc voilà, je laisse la parole au prochain. Merci encore pour cette invitation et puis j'ai hâte de voir la suite. Merci beaucoup, Guillaume. Moi, j'ai retenu dans votre présentation les deux phases qui me paraissent très intéressantes. C'est la graine ou l'ensemencement, et puis la deuxième étape que je pourrais qualifier de germination-croissance finalement. Et je trouve que ça traduit bien le processus de démarrage d'une idée et puis ensuite de la mise en œuvre finalement. Voilà. Est-ce que nous avons des questions? A priori, j'en ai pas vu sur le chat. Je vérifie une nouvelle fois. Non. Bien, eh bien, je vous propose de passer, sans plus attendre, à la présentation de Lionel Dallard, le directeur de EcoVivo, également une émanation de Vinci Construction. Donc Lionel, vous avez la parole. Merci beaucoup, si tout le monde m'entend. Merci de votre invitation. Je vais vous parler d'EcoVivo. Donc EcoVivo, qui est une marque opérationnelle de génie écologique. Alors, je laisse avancer la diapo. Donc, au niveau du fonctionnement, cette marque rentre dans une démarche globale au niveau de mon entreprise, qui est Vinci Construction Terrassement, qui comprend aussi bien un positionnement d'entreprise avec une identification je dirais de marque employeur qui est premier sur le terrain, puisque notre métier de terrassier nous fait, comme c'était si bien écrit, intervenir toujours en premier sur le terrain. EcoVivo est une marque, c'est un développement d'activité. On a cette compétence en interne sur les aménagements écologiques et je vais vous expliquer après comment on le fait. Et enfin, on a une démarche interne, une démarche sociétale que nous avons lancée au printemps qui s'appelle Actons la bionécessité, qui permet à l'ensemble de nos collaborateurs de s'inscrire dans des actions concrètes sur le terrain. Et cette démarche basée sur nos compétences internes de l'entreprise, nous l'avons voulu en open source. Et donc, elle fera l'objet, parce que ça sera à l'automne, d'une mise à disposition sur un site internet ouvert à tous. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, je voulais faire un petit focus sur le génie écologique, parce que je ne sais pas si tout le monde a bien en tête ce que c'est. Quand on parle de biodiversité, de génie écologique, d'environnement, très souvent, il y a un amalgame dans tout ça. Nous, on est bien sur, au niveau de l'activité, donc de l'aménagement, l'écologie, enfin en tout cas le génie écologique, c'est la préservation du bien commun des écosystèmes dans lesquels nous intervenons, nous vivons, enfin tout ça, ça constitue un ensemble. Et le génie écologique, si vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît, c'est tout ce qui va concerner des aménagements, donc des études, des travaux pour prendre en compte, qui vont permettre de travailler sur les écosystèmes et de travailler sur la fonctionnalité la fonctionnalité écologique de l'aménagement. Donc en gros, quand on parle de génie écologique, on parle très souvent de restauration, je vais bien la diapo suivante s'il vous plaît, de la restauration, la renaturation de sites essentiellement dégradés. Alors pour vous l'illustrer, je vous propose de voir sur la diapo suivante un petit schéma. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que suite à une intervention humaine, on a ce qu'on appelle un point noir, qui est un point d'impact
sur la biodiversité qui va avoir pour conséquence une dégradation des milieux et donc de la richesse biodiversité. Bon, face à des milieux très dégradés, on a des marchés de réaménagement écologique qui viennent s'inscrire sur une zone géographique, sur un milieu, dans un but de restauration de la fonctionnalité, donc encore une fois de toutes les interactions qui peuvent exister entre les différents milieux, encore dans un but ultime, et ça sous 2, 3, 5, 10 ans, d'une restauration des différents milieux, donc d'une restauration de la biodiversité. Voilà. Donc les aménagements écologiques ont pour but de restaurer des milieux dégradés quand nous sommes sur des infrastructures déjà existantes ou quand nous sommes sur des infrastructures neuves, de permettre d'éviter la dégradation des milieux. Je veux bien la diapo d'après, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne notre activité réalisée avec la marque EcoVivo, on est sur 3 grandes catégories d'intervention. Toutes les continuités écologiques, en fait, on entend par là la non-découpe des territoires, hein, pour que la biodiversité, en tout cas que les milieux puissent s'exprimer, il leur faut des territoires que l'on évite de morceler, en tout cas les plus grands possibles, sinon on a évidemment, ça agit sur l'alimentation, la reproduction, je vous en passe des meilleurs. La deuxième grande catégorie, elle est liée à tout ce qui va être restauration et renaturation donc, de cours d'eau, beaucoup de travaux dans les cours d'eau. Et enfin, la dernière catégorie, c'est plus une technique. Elle vient renforcer nos interventions dans les 2 autres domaines d'intervention. C'est le génie végétal ou la construction à l'aide de végétaux. Voilà. Ça fait 3 ans que la marque existe. Donc, normalement, c'était pas un 0, mais c'était un 2001 qu'il y avait à l'origine. Mais c'est pas grave. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Non, ça ne veut pas avancer. Diapo suivante. Voilà, merci. Donc, quand on parle de continuité écologique, là, on est dans des schémas d'illustration qui nous servent à expliquer ce que l'on fait. Les continuités, hein, c'est tout simplement de maintenir des espaces de communication entre, alors si on est sur une infrastructure linéaire, entre les 2 côtés de l'infrastructure linéaire, et dans les cours d'eau, les continuités écologiques, c'est tout ce qui va, enfin bref, entre l'amont, l'aval, les différents plans d'eau. Donc, une grande activité qui nous occupe, c'est de justement rétablir des continuités écologiques dans les cours d'eau, c'est-à-dire de supprimer des obstacles qui ont pu être faits. Et dans les obstacles, on retrouve des seuils, des barrages, des moulins, enfin bref, il y en a plein sous toute forme qui existent dans les cours d'eau. Et on est, pour vous donner un ordre de grandeur, sur quelques 6000, par exemple, obstacles dans les rivières à supprimer dans les prochaines années. Après, il y a l'autre catégorie qui est la restauration des hydromorphologiques. Je mets la diapo d'après, s'il vous plaît. Et donc, quand on parle de restauration hydromorphologique, c'est tout simplement restaurer le bon fonctionnement d'un cours d'eau de façon pérenne et avec la dynamique naturelle du cours d'eau. On est là sur à la fois un enjeu de biodiversité, c'est-à-dire de milieu autour du cours d'eau, mais surtout, et aussi, un enjeu sur la qualité des eaux. Donc là, c'était la diapo d'après qui est toujours à la diapo d'avant. Voilà, donc c'est sur les restaurations de cours d'eau, des milieux aquatiques. Un autre type de restauration avec les milieux aquatiques, ce sont tout ce qui est restauration de marais. On a pas mal d'activités aussi de restauration de marais, pour la bonne et simple raison que d'un point de vue richesse écologique, le marais, c'est le Graal chez les écologues, c'est-à-dire c'est vraiment le milieu le plus riche parce qu'il y a un nombre d'espèces, que ce soit des espèces animales ou végétales, très important, comme il y a beaucoup d'eau et que l'eau, c'est la vie. Donc on a 50% des espèces d'oiseaux en France, par exemple, qui dépendent des zones humides. Et enfin, la dernière catégorie, c'est le génie végétal. Je vous donne la diapo d'après, s'il vous plaît. Là, on est sur des techniques de construction, donc beaucoup de techniques qui sont associées à la lutte contre les érosions en cours d'eau. Et puis une thématique qui est aussi très importante, c'est tout ce qui est traitement, gestion des espèces exotiques envahissantes, qui sont un vrai sujet, un vrai enjeu national
envers la biodiversité, puisque de plus en plus, on a des espèces qui viennent coloniser des zones très importantes et qui viennent complètement appauvrir les milieux du fait de leur dominance. Et dès qu'on est sur un monoproduit, on sait que derrière, le milieu s'en ressent. Voilà, donc je veux bien la diapo d'après, s'il vous plaît. En termes de fonctionnement, notre activité, qui est une activité d'expertise et un métier vraiment très technique, on l'a marketé, donc on répond avec une marque pour une meilleure visibilité et puis pour pouvoir amener une valeur ajoutée qui nous paraissait très importante dans ce domaine d'activité. Alors la valeur ajoutée, elle est synthétisée sur la diapo suivante, s'il vous plaît. C'est tout simplement les attentes de ce marché, qui est un marché, même si on le fait avec les mêmes outils, enfin nous, les outils du terrassier, parce que la gestion de la forme est très importante, mais pas que. On a voulu apporter une valeur ajoutée qui correspondait à notre expérience et notre expertise dans ce domaine. Donc on a 6 règles d'engagement volontaire que l'on vient décliner tout au long de, je dirais, la phase commerciale, parce que il est très important que vous ayez à l'esprit que ces marchés d'aménagement écologique sont des marchés qui sont lancés par des collectivités publiques. Donc en fait, on répond à des appels d'offres. Et pour se différencier et pour être reconnu en tant qu'expert dans le domaine, on a travaillé sur l'attente du milieu. Et donc, on l'a décliné au niveau des 6 règles que vous voyez, donc qui sont aussi bien des règles de comportement. Je vous laisse les découvrir, hein, des règles de comportement, des règles de fonctionnement, et puis la notion de suivi qui est très importante dès qu'on parle d'aménagement écologique, puisque ce qui est important, étant donné que à la réception du chantier, le chantier est prometteur, mais n'a encore pas pris la dimension qu'il doit prendre, parce que on parle de plusieurs années derrière avant d'avoir un milieu qui retrouve sa richesse imaginée. Donc ça veut dire qu'il faut suivre les choses pour vérifier que on colle bien à l'attente, en tout cas que les techniques utilisées étaient les bonnes, afin d'enrichir notre expérience et par notre expérience, notre expertise, pardon. Et enfin, un autre point qui est très important, c'est tout ce qui va être information, sensibilisation, explication sur la fonctionnalité de l'aménagement. Pourquoi? Parce que quand on construit un ouvrage de type un pont, tout le monde voit bien ce que l'on est en train de faire, c'est-à-dire on voit bien qu'on est en train de créer un ouvrage de franchissement. Quand on fait on réalise des travaux de restauration de milieu, c'est pas forcément évident en première lecture de comprendre ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Alors, je veux bien la diapo d'après, s'il vous plaît. Oui, ça sera la dernière de conclusion. Voilà, donc après j'ai quelques illustrations à vous montrer, mais en fait pour vous dire qu'on est sur une activité maintenant que l'on a lancée il y a 3 ans et qui est à peu près d'une trentaine, 35 chantiers l'année dernière réalisés, 15 millions d'euros d'activité, un métier de base qui est le terrassement, mais que l'on réalise avec des écologues en entreprise, puisque c'est un domaine d'activité qui est extrêmement technique et qui nécessite de fortes compétences naturalistes, écologiques. Donc on a nos écologues en interne. Voilà, donc après il y avait un certain nombre de diapos avec des illustrations. Je vous laisse balayer, ou que nous pourrons revoir si jamais il y a des questions plus tard. Oui, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Ce que je trouve intéressant dans votre démarche, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler le double effet Key School ou le double effet écolo, c'est-à-dire que vous mettez à la disposition votre expérience sur les réaménagements, mais à la fois pour mieux intégrer les réalisations nouvelles, mais aussi pour réhabiliter ce que vous avez appelé tout à l'heure les points noirs, c'est-à-dire des interventions humaines qui finalement ont gêné un petit peu la diversité. Et je trouve que c'est intéressant cet aspect de pouvoir aller rechercher les mauvaises initiatives du passé et de permettre cette réhabilitation. Et puis l'autre point que je trouve intéressant également, c'est l'aspect du suivi, parce qu'effectivement, il faut un certain nombre d'années pour retrouver un équilibre écologique, et c'est à la fois de l'anticipation mais aussi du suivi de manière à pouvoir alimenter la boucle du retour d'expérience.
Voilà, merci beaucoup. On passera tout à l'heure aux questions. Je vous propose de passer à la présentation de Xtree sur le projet de récif de corail imprimé. Et là, Victor de Bonneau, je vous demande de bien garder les 5 minutes de présentation pour éviter qu'on dérape sur le timing. Tout à fait. Merci beaucoup et c'est à vous. C'est OK niveau son? J'imagine que tout le monde m'entend. Oui. Alors, oui, je sais que j'ai super. un retour comme quoi le son est extrêmement mauvais pour certains participants. Voilà. D'accord, je vais essayer de faire au mieux. Donc je suis Victor de Bonneau, responsable de projet chez la société Xtree. Donc nous, chez Xtree, on est spécialiste de l'impression 3D grande échelle, que ce soit à partir de matériaux à base cimentaire ou argileux. Mais on va parler essentiellement de béton aujourd'hui. Donc je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Donc pour être synthétique, chez Xtree, on a deux activités principales. La première, c'est de développer notre technologie et notre système d'impression, donc qui est de l'impression multi-composants. Donc, on adjuvante le béton en tête d'impression, ce qui nous permet de contrôler ses caractéristiques de prise en temps réel et donc de mieux maîtriser la complexité. Donc, on développe cette technologie et on la déploie. On l'a notamment, et grâce à Léonard, on l'a déployé chez une société qui s'est montée à Dubaï, qui s'appelle Concreative, qui est détenue par Freycinet et donc par le groupe Vinci. Et actuellement, on est en train de déployer des systèmes d'impression au Japon et aux États-Unis. Et à côté de ça, ce qui nous intéresse peut-être plus aujourd'hui, c'est qu'on a une activité de projet. Donc en fait, on réalise et on aide nos clients à développer des nouvelles applications et si besoin, à concevoir ou co-concevoir des formes spécifiques dédiées à l'impression 3D. Donc je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc on a plusieurs typologies de projets, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les récifs artificiels. Donc on a commencé en 2017. Alors pour faire court, un récif artificiel, c'est un élément qu'on va immerger dans le but de vouloir recoloniser une zone qui a été dévastée. Donc le principe, c'est que dans les premiers temps, il y a des espèces pionnières essentiellement végétales qui colonisent le récif, et ensuite ça devient un prétexte pour pouvoir accueillir et offrir de la biodiversité à de nombreuses espèces successives. Donc nous ne sommes pas biologistes, donc pour ça on travaille avec des partenaires. Donc celui-ci, qui est le tout premier que nous avons réalisé, on l'a fait avec le groupe Seaboost, qui donc est venu nous solliciter avec ce qu'on peut appeler un cahier des charges en fonction du milieu. Donc celui-ci est dans les calanques de Marseille, donc avec des typologies de formes à respecter en fonction des espèces visées, en fonction des courants, en fonction de la profondeur. Et donc nous, on vient modéliser et ensuite imprimer ce genre d'objet. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Donc là, c'est notre robot, donc notre système de production qui est basé à Rungis en fonctionnement, donc qui permet d'ajouter en fait des fines couches de béton les unes sur les autres pour imprimer l'objet désiré avec vraiment une grande liberté de forme. Et donc je veux bien qu'on passe à la slide suivante sur donc voilà, la fin de ce premier récif. Il y a eu des petits soucis sur la slide, mais rien d'important. Donc pour donc le tout premier, qui a été un objet unique, donc on a réalisé, on va dire, de manière traditionnelle. On a conçu un objet selon un cahier des charges, on l'a réalisé, on l'a vendu et il a été installé. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Sur d'autres projets de récif, donc ça a été la deuxième vague, entre guillemets, avec toujours notre partenaire donc Seaboost. Alors ceux-ci, on les a réfléchis pour qu'ils aient une double utilité. Donc en plus d'être récifs artificiels, ils servent de corps mort donc pour accueillir des bouées de signalisation. Donc j'ai oublié de préciser, les premiers ont été réalisés avec un béton issu de chez Lafarge. Ceux-ci, les deuxièmes, ont été réalisés avec un béton issu de chez Vicat. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Et donc pour ceci, on a réalisé une quarantaine de récifs dans le mode de conception et de travail avec notre client. Vu qu'on connaissait un petit peu mieux le cahier de charge et le fonctionnement, on est venu utiliser des outils de conception en réalité virtuelle, ce qui était plus simple pour nous pour appréhender ce genre de forme, puisque on va dire que les documents standards, que ce soit plan coupe, sont pas forcément les plus pertinents pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc on explore à chaque fois sur chaque projet les modes de conception pertinents qui nous permettent d'arriver au bon résultat. Donc, ouais. Oui, très bien. Donc on va passer à la slide suivante sur d'autres récifs artificiels qu'on a réalisés.
Voilà, donc ceci, ça a été une série qu'on a réalisée cette fois-ci avec CETEC InVivo, qui est partenaire, appartient au groupe CETEC, et donc là qu'on a fait à Monaco, donc, qui sont immergés. Donc je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Donc, sur une typologie un peu différente en fonction du site. Donc là, c'est des photos quelques mois après immersion. C'est des photos après 6 mois. Donc on a une bonne colonisation des parois, puisque notamment toutes les aspérités liées à l'impression 3D béton sont propices à ce genre de choses. Et donc là, on est venu utiliser des méthodes de conception paramétrique pour pouvoir concevoir et générer un nombre d'objets assez conséquent, et utiliser des méthodes de sélection pour uniquement conserver les éléments répondant le mieux au cahier de charge. Et ensuite, l'intérêt pour nous de réaliser des objets tous différents, c'est grâce à la robotique, on peut imprimer des objets tous différents. Donc si on a une commande de 20 récifs, on peut faire 20 récifs uniques qui s'adaptent tous à leur site ou à leur environnement. Et donc la dernière slide pour conclure, slide suivante, qui est les récifs qu'on a en ce moment, issus, donc on lance la production là début juillet, qui sont des récifs, on a appelé ça récif plaque, qu'on met à disposition en fait pour habiller les bords de quai ou tout ce qui est en fait éléments plans déjà immergés, mais qui sont pas très propices à accueillir la biodiversité. Et donc là, on a toujours travaillé avec CETEC sur le développement d'objets issus d'algorithmes, on va dire biomimétiques, pour réaliser des crevasses et puis des renforts propices à accueillir certaines espèces. Donc là, voilà, la dernière slide qui montre juste un projet avec son habitant après immersion. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Et finalement, c'est une belle. La dernière slide est une belle illustration de la colonisation par les êtres vivants de ces récifs artificiels. Très bien, je trouve ça très chouette. Voilà, c'est finalement une belle illustration de l'application de la 3D en béton pour recoloniser les milieux naturels. Voilà, on a quelques minutes de questions. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je n'ai pas d'indication de questions sur le chat. Mais le cas échéant, faites-le moi savoir. Et donc, moi, sur la dernière présentation de Xtree. Allô? On a pas mal de questions sur le chat. Ah, je ne dois pas avoir. Ah oui, d'accord, très bien. Alors, Sandrine Carbas, n'est-il pas aberrant doter du sable des fonds de mer, occasionnant la dégradation des récifs pour en refaire d'autres en béton? Drôle d'éco-circularité. Alors, oui, je pense que c'est pour nous. Je partage le constat. Nous, on a vocation, ce que je disais, donc c'est qu'on est spécialiste de l'impression 3D béton grande échelle, et on a vocation d'explorer le multimatériau, et on l'explore. Actuellement, on a le plâtre, l'argile sur quelques projets. Pour l'instant, on a beaucoup de demandes en béton, donc on s'y conforme. Notamment pour réaliser des pièces complexes, mais on va dire qu'on a vocation à développer davantage notre panoplie de matériaux et à terme, j'espère le plus rapidement possible, de venir mettre le bon matériau au bon endroit et d'éviter ce genre de choses. Mais malheureusement, on est obligé d'y passer, en tout cas sur on va dire ce qu'on peut appeler les premiers POC, pour au moins vérifier la faisabilité ou non de ce genre de projet d'un point de vue géométrique. Mais est-ce que vous utilisez vraiment du sable de mer pour faire ces récifs ? Alors, on travaille avec plusieurs fournisseurs. Déjà, on a le multimatériaux, mais rien que dans le béton, pour l'instant, on a 3 formulations qui sont au point. Après, il faudrait que je regarde davantage avec eux la provenance du sable, mais normalement, je ne pense pas que ce soit du sable de mer pour autant, même si le sable issu doit sûrement venir d'un autre écosystème. D'accord. Très bien. Alors, j'ai Laurie Barnes-Davin de Vicat qui précise que, en tout cas pour la société Vicat, ils n'utilisent pas de sable de mer. Très bien. Voilà. Réponse simple et directe. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? On a une question pour Ecovivo, je pense, pour Lionel. C'est comment collaborez-vous avec vos parties prenantes
pas seulement avec les ONG écologistes, mais aussi le voisinage et la société en général. Alors, déjà pour Ecovivo, nous on intervient dans un cadre de marché très classique, code des marchés publics, c'est-à-dire qu'on a un maître d'ouvrage qui très souvent est une collectivité locale, qui peut être un syndicat de pêche, une fédération de pêche, enfin, des intervenants de cette typologie-là d'acteurs au niveau de la maîtrise d'ouvrage, et puis en maîtrise d'œuvre des bureaux d'études qui ont fait la conception. En ce qui concerne les parties prenantes, on essaye, et c'est le 6e point d'engagement, de les associer au travers de la mise en place d'un espace pédagogique sur le chantier où on organise des rencontres, en tout cas on organise des zones d'explication sur justement l'aménagement, son rôle, et si vous vous souvenez du graphique, tout l'espoir qui est fondé sur la restauration du milieu. Ce qui fait que on travaille au travers du dialogue, mais quand on intervient sur nos marchés en région qui sont du traitement de points noirs, après en ce qui concerne tout ce qui est lié aux aménagements écologiques qui sont dans les projets en conception-construction, ceux-ci sont intégrés au fil du projet par des équipes qui sont dans les directions de projet. Là, au niveau de la marque Ecovivo, on intervient beaucoup moins puisque nous, ce que l'on fait avec la marque Ecovivo, on le fait beaucoup en matière d'intervention et d'activité dans nos agences. Donc, si la question était plus liée à la problématique de la conception d'une infrastructure, toutes les discussions qui sont liées avec des autorités environnementales dans le cadre de la séquence ERC, c'est pas l'activité de la marque Ecovivo. L'activité de la marque Ecovivo est vraiment une marque opérationnelle d'aménagement, de travaux sur les territoires, essentiellement sur des travaux de restauration et de renaturation, beaucoup de cours d'eau, mais aussi de milieux aquatiques de type ce qu'on a vu tout à l'heure, marais ou autres. Donc nous on est plus, je dirais, sur la partie travaux en mode classique que les travaux amont dans les grandes infrastructures qui sont gérés par les directions de projet. Alors, je ne sais pas si ça répond totalement à la question ou si on était bien. Donc les parties prenantes, on a moins de dialogue à faire avec eux, parce que quand on intervient dans ce type de contrat-là, toutes les démarches ont été faites en amont par les maîtrises d'œuvre avec les maîtres d'ouvrage. Voilà, en tant qu'entreprise de travaux, quand on arrive, on associe les riverains, on associe d'autres parties prenantes, mais on n'a pas la conception et l'acceptation ou tout le montage du dossier amont, quoi, et la partie réglementaire notamment. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Alors, je vous propose maintenant de continuer de dérouler notre programme avec la présentation de Urbalia. Et là, c'est Florence Marin-Foilot qui va prendre la parole. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Ok, parfait. Donc vous avez 5 minutes. Merci. Et je précise, excusez-moi, je précise que les questions pourraient être en continuité avec votre intervention. Voilà. D'accord. Et donc, Urbalia, c'est une société de conseil en biodiversité et agriculture urbaine. Donc, nous savons aujourd'hui que la biodiversité apporte des solutions innovantes pour la ville et pour rendre cette ville plus attrayante, plus résiliente. Et c'est dans cet objectif que nous accompagnons chez Urbalia des porteurs de projets en aménagement ou en construction. Et nous nous concentrons principalement sur les milieux urbains et périurbains. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, l'intérêt et les bénéfices de la biodiversité sur la ville, notamment, sont multiples. Et je pense notamment à un sujet qui est très important et très discuté aujourd'hui, celui de la résilience. Nous avons aujourd'hui des études qui démontrent la capacité, finalement, de la nature à apporter de la fraîcheur, à réduire les îlots de chaleur urbains, à traiter les eaux pluviales simplement de manière naturelle, par l'infiltration dans les sols. Et c'est donc important de travailler sur la déminéralisation des villes, mais aussi sur des espaces verts qui deviennent des espaces de nature, qui deviennent des espaces qui sont de véritables espaces avec des écosystèmes qui sont riches, parce que
sans ces écosystèmes et sans ce fonctionnement, on n'aura pas les bénéfices escomptés. Donc, travailler sur la biodiversité en ville, c'est pour aller chercher des objectifs comme celui de la résilience, mais également celui de l'économie circulaire. On peut, en réfléchissant au sol, refertiliser des sols urbains qui avaient perdu toute leur qualité. On peut également récupérer des graines. On peut, grâce à l'agriculture urbaine, finalement également avoir une production alimentaire locale et générer des emplois. On parle également de neutralité carbone. Je reviens sur cet aspect de je ne vais pas bâtir avec des matériaux qui vont avoir un impact carbone et je vais mettre à la place des espaces de nature. Je vais gagner cette neutralité carbone. Après, attention, en termes d'absorption de carbone, on n'a pas avec la nature la capacité d'absorption malheureusement de nos consommations de carbone. Et puis le confort urbain, parce qu'aujourd'hui c'est une attente très forte. 9 Français sur 10 souhaitent habiter à côté d'un espace vert. Nous avons réalisé une enquête auprès de 1000 salariés en France qui expriment qu'à 92%, ils souhaitent être dans une entreprise qui prend en compte ces sujets-là. Donc, on a vraiment un besoin fort aujourd'hui et qui est exprimé. Et donc, il est urgent de repenser nos modes de conception, repenser la ville pour intégrer plus de nature et une nature de qualité. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, nous travaillons sur 3 parties essentielles. Nous accompagnons différents acteurs et le travail que nous réalisons, il est important pour identifier les enjeux. On a introduit finalement une nouvelle personne dans les équipes de projet et de conception qui s'appelle l'écologue. Et grâce à l'identification des enjeux, on va pouvoir faire de bonnes recommandations pour faire les bons choix. La valeur ajoutée d'Urbalia aujourd'hui, c'est de chercher toujours à avoir aussi de mesures, parce que en mesurant, on aura la capacité de montrer qu'on a un moindre impact malgré une construction, par exemple, mais également poursuivre et valoriser une performance. Donc, nous tenons à accompagner en tous les cas nos clients sur la mesure et la capacité de savoir quel est mon point zéro et comment je vais pouvoir, malgré tout, améliorer les choses parce que finalement, si on reconstruit la ville, on va avoir une capacité d'améliorer des situations existantes. Slide suivant, s'il vous plaît. Je vais vous parler maintenant de projets concrets pour qu'on arrive à imaginer sur quoi on peut agir. Et notamment, par exemple, on travaille sur des quartiers. Donc, des quartiers très différents. Un quartier à Besançon qui a un quartier existant qui va être rénové. Et là, l'idée, c'est de faire rentrer le végétal dans ce quartier qui était un quartier urbain de manière à créer des continuités de trames vertes qui sont beaucoup plus agréables pour apporter une vie et plus de confort aux usagers. À l'inverse, on peut avoir au contraire un milieu naturel dans lequel on va venir construire et c'est savoir identifier les qualités de ce milieu pour pouvoir le préserver au mieux malgré les constructions. Donc des sujets qui sont et des approches qui sont différentes, mais dans les 2 cas, on peut agir et vous voyez en dessous, malheureusement c'est très petit, mais une mesure pour s'assurer que ce qui est réalisé permet une amélioration. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, on parle des quartiers, mais on a également des aménagements urbains sur lesquels on peut travailler. Alors, ça peut être un client, par exemple, à La Défense, qui, dans le renouvellement d'un quartier, souhaite travailler sur une place. Comment améliorer aujourd'hui une place? Donc, on a déjà un existant, mais on va chercher à apporter beaucoup plus de confort aux usagers grâce à la nature. C'est aussi de la végétalisation sur des berges parce que voilà, on est en milieu urbain avec des milieux qui sont anthroposés, qui ont besoin finalement de retrouver une nature et on a finalement 3 images qui sont année 0 à année 10. On voit que lorsqu'on intervient, on peut améliorer et partir d'une friche quasiment à des strates multiples, herbacées, arbustives et arborées.
Slide suivante. Slide de conclusion, s'il vous plaît. La partie, bon, évidemment, aménagement, bureau, alors que ce soit sur des campus, des immeubles de bureaux, où là, on intervient, évidemment, quand on a des espaces, on peut agir. Au campus Agro Paris-Saclay, on a la chance d'avoir un jardin de 2,2 hectares qui nous permet d'avoir une diversité très intéressante avec des milieux humides, des milieux ouverts, des milieux fermés. Mais souvent, on est dans des immeubles qui sont très contraints. Mais là, on peut travailler notamment sur les toitures, avec des toitures végétalisées, mais diversifiées. On a des toitures biosolaires, des toitures de potager, des toitures de biotopes. Donc, le travail sur les toitures est extrêmement intéressant sur des ouvrages fonctionnels. Et puis, dernière slide, c'est les logements. On peut également travailler sur les logements. Donc, deux typologies de projets différentes. C'est pas uniquement des projets, je dirais, neufs. On peut avoir aussi un travail sur une gamme de produits. En l'occurrence, Primaire, nous avons accompagné une gamme de produits. Donc, c'est quelque chose qui est reproductible. Et puis, on a également du patrimoine existant sur lequel on peut travailler. On accompagne la RIDP notamment sur sa résilience écologique et sur la capacité de transformer des sites existants et qui sont exploités par des bailleurs. Voilà différentes typologies de projets urbains sur lesquels on voit vraiment les choses évoluer et sur lesquels on peut se satisfaire en tous les cas de cette prise de conscience de la biodiversité urbaine. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on a un petit peu de temps pour peut-être une, deux questions maximum. Je regarde mon chat et je ne vois rien. Quelqu'un veut-il intervenir directement ? Non. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer tout de suite à la présentation suivante de Sources urbaines. Et c'est Marie-Annick Lebars, donc, qui est la fondatrice de Sources urbaines. Marie-Annick, est-ce que vous êtes là? Vous avez activé votre micro. Ah. Laurent, on est en train de contacter Marie-Annick par ailleurs. D'accord. J'espère pas de l'avoir, ça marchait il y a 5 minutes. Bon, on a un petit souci de connexion, mais ça devrait se résoudre, parce que ça a marché dans les tests, donc on devrait pouvoir être en mesure de se connecter avec Marie-Annick Lebars. Entre-temps, est-ce qu'il y a des présentations des questions sur la présentation d'Urbalia? Profitez-en, on a un petit temps de pause. Moi, j'ai une question, en fait, mais qui est à la fois pour Urbalia et peut-être pour Ecovivo, c'est à quel point les études et les recommandations que vous pouvez faire peuvent générer des besoins d'ouvrages en béton, par exemple, et en tout cas, et à quel point les industriels et les fabricants qui conçoivent ces ouvrages travaillent avec vous pour définir les ouvrages les plus adaptés pour permettre à vos recommandations de s'épanouir ensuite en termes de biodiversité. Alors, Urbalia. Ma question était claire. Mais... Oui, la question est claire. Je n'ai pas l'impression que ça soit bien perçu. Florence, tu es là? Florence? Apparemment, je ne l'ai pas vu quitter. Elle n'a peut-être pas désactivé son micro, simplement. Et Lionel, est-il encore là? Bon, tant pis. Bon. On essaiera d'avoir une réponse et on vous enverra. Voilà. Ça me semblait pertinent pour justement, plus des gens font des études sur la biodiversité, plus il peut y avoir un impact sur les ouvrages. Donc il faut que le lien se produise. Se fasse, oui. Oui, tout à fait. Bon, est-ce que vous avez pu avoir le contact avec Sources urbaines?
Non, mais on avait prévu un plan B, donc on a un enregistrement de son pitch. Ah, très bien. Alors, allons-y. En d'autres termes, faire en sorte... Une seconde, on arrive. Alors, le démarrage, voilà. En tout cas, on a le visuel. On n'attend plus que le son, qui était bon pour ce qu'on en a entendu, mais qui a démarré un peu tard, peut-être. C'est Source Urbaine, qui est une start-up créée cette année, qui intervient dans le domaine de la valorisation des eaux pluviales pour favoriser la réalisation d'espaces verts en milieu urbain. En d'autres termes, faire en sorte que l'eau de pluie, qui est une ressource, irrigue la ville. Slide suivante. Il s'agit bien de favoriser la nature en ville en proposant des équipements innovants pour une gestion intégrée des eaux pluviales. Gestion intégrée, c'est l'expression consacrée pour désigner une gestion de l'eau sur place, sans tuyaux, dans une logique de développement durable. Source Urbaine s'adresse donc aux territoires, bien sûr, aux aménageurs, aux promoteurs, notamment pour les écoquartiers, mais d'une façon générale à tout propriétaire de parc immobilier ou de site industriel qui veut rentrer dans une logique d'économie circulaire par une meilleure préservation et une valorisation de l'eau sur son terrain. Notre offre est donc globale. Elle va de l'audit, un bilan hydrique en amont, pour identifier quel type d'équipement sera le plus adapté au site, puis la conception de l'équipement, sa fabrication, et éventuellement même, selon la demande du maître d'ouvrage, un suivi, notamment pour suivre les datas sur les besoins hydriques des plantes et la réserve d'eau. Slide suivante. Quelques mots sur les fondateurs de Source Urbaine, une équipe aguerrie et pluridisciplinaire, avec Richard Philippi, qui est un spécialiste des eaux pluviales, qui a fait sa carrière dans ce domaine-là en déposant de très nombreux brevets. Le groupe Saint-Léonard, spécialisé notamment dans la fabrication d'éléments préfabriqués béton. Et Bertrand Mallet, son directeur de développement. Bernard Soulès, qui vient du groupe Bouygues et qui est très spécialisé notamment dans les sujets data. Et moi-même, qui suis également du groupe Bouygues, mais côté promotion immobilière, et avec un parcours aussi dans les collectivités territoriales, parce que j'étais directrice d'urbanisme. Nous avançons bien sûr avec plusieurs partenaires, évidemment Impulse Partner, on est ravis d'avoir rejoint l'accélérateur, mais également pour les actes de recherche avec l'Office français de la biodiversité, le CEREMA, qui a travaillé sur des études avec Richard Philippi, et nous avons là un démonstrateur aussi qui va démarrer avec les écoles des mines de Saint-Étienne dans les prochaines semaines. Slide suivante. De quoi parle-t-on? Le principe de l'équipement, le jardin de pluie urbain, c'est à partir d'un principe millénaire qui est celui des vases communicants, de récupérer la pluie d'une toiture pour venir alimenter une réserve d'eau plantée. Slide suivante. Et avec cet équipement, il s'agit de répondre à de nouveaux enjeux, à la fois contribuer à la gestion intégrée des eaux pluviales et aller jusqu'au zéro rejet, et aussi allier trame verte et trame bleue de façon beaucoup plus efficace en réutilisant directement la ressource eau sur site et permettre qu'elle puisse venir bénéficier aux besoins des plantes qui sont à proximité. Slide suivante. Et ce principe de réserve d'eau va prendre évidemment tout son sens pour le confort thermique d'été et la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Cela va permettre d'avoir des espaces verts florissants en période de sécheresse, avec tout le bénéfice notamment de l'évapotranspiration des plantes. Slide suivante. Donc pour décrire rapidement l'équipement, il est constitué d'une surface plantée au contact direct d'un réservoir d'eau de pluie et il est connecté de façon étanche aux descentes d'eau pluviale. Comme il est rempli par le principe des vases communicants, il peut être déporté de la toiture ou il peut être à quelques mètres de cette toiture. Une partie de l'eau est utilisée pour les plantes, une autre partie peut être réutilisée pour d'autres usages comme l'arrosage de la voirie et l'excédent éventuel peut retourner au réseau d'assainissement. Slide suivante. Alors, petit schéma de ce système breveté avec la jardinière étanche qui est composée en deux parties. D'une part, un substrat planté avec une palette végétale définie avec le paysagiste du maître d'ouvrage. J'en profite pour dire que si le maître d'ouvrage n'a pas de paysagiste, nous avons des partenaires à leur proposer. Et sous ce substrat,
une ou plusieurs réserves d'eau selon le projet, selon le lieu d'implantation du jardin de pluie urbain. Slide suivante. La conception de l'équipement est très dépendante de la réglementation en vigueur sur le lieu de son implantation. En effet, la réglementation des eaux pluviales est désormais locale et elle se fonde sur deux principes très différents, le zéro rejet des pluies courantes ou le stockage tampon des pluies exceptionnelles. Par exemple, à Paris ou à Lyon, le choix s'est porté sur un abattement total par évapotranspiration des petites pluies, alors que dans d'autres villes, on sera plutôt sur une gestion d'une pluie décennale, voire trentenale ou plus, et donc sera imposé un stockage tampon. Slide suivante. Alors, le jardin de pluie urbain est adapté aux lieux et aux besoins, et notamment dans son esthétique et son design. Donc, il peut être réalisé en béton, mais il peut aussi être en bois, il peut être en gabion, par exemple, avec assise, voire même en plastique recyclé si on veut être dans une logique très bas carbone. Slide suivante. Alors, un pilote a été réalisé à la ferme ouverte de Saint-Denis à partir du mois de mars 2019, en partenariat avec les Jardins de Galie qui ont défini la palette végétale et une aide de l'Agence française de la biodiversité. Et ce qui est tout à fait notable et intéressant, c'est que c'était une année de forte canicule et de sécheresse pendant le mois de juillet et de juin et juillet surtout. Et en l'occurrence, bien le jardin de pluie urbain n'a pas eu besoin d'apport d'eau complémentaire et se contentait de sa réserve d'eau sans que les plantes aient à souffrir de stress hydrique pendant cette période. Slide suivante. Ce qu'il faut retenir de la gamme du jardin de pluie urbain, c'est qu'elle est extrêmement adaptable et modulable en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'elle répond à la fois à des impératifs décoratifs, esthétiques, et en même temps à des sujets d'évapotranspiration, notamment pour les problématiques d'îlots de chaleur urbains, et de déconnexion des descentes de pluviales pour répondre à des enjeux réglementaires. On peut remarquer aussi que l'équipement peut être doté de capteurs hydriques et de niveau qui permet d'avoir un suivi beaucoup plus fin encore de des réserves d'eau et mieux anticiper les périodes de sécheresse. Slide suivante. Alors pour le caractère adaptable sur un plan plus technique, juste dire qu'on travaillera sur le rapport impluvium, c'est-à-dire la zone de captage en fait et le jardin, qui nous permet de travailler également sur l'épaisseur du substrat idéal, les zones de stockage de l'eau, choisir le fonctionnement soit en trop-plein ou en débit de fuite régulé, savoir exactement comment on l'implante. Il peut être posé au sol sans terrassement, semi-enterré, voire totalement enterré. Il existe également dans une version traitement des eaux de voirie, mais en ce cas, il intègre un système de filtrage et de décantation de l'eau et il intègre également une pompe de relevage si nécessaire. Slide suivante. Pour conclure, quels sont les bénéfices du jardin de pluie urbain? On l'a vu, ce sont des bénéfices environnementaux avec une solution simple, frugale et low-tech qui permet d'entrer de plein pied dans une stratégie d'économie circulaire par une meilleure gestion de la ressource eau sur site tout en développant la nature en ville. Slide suivante. Et le jardin de pluie urbain, ce sont également des bénéfices économiques directs puisqu'on aura une réutilisation des eaux pluviales et des points d'eau disponibles, y compris pendant la période de sécheresse. Ça permettra également une maintenance réduite. Et enfin, il permet une hybridation des fonctions et des usages, notamment si on prévoit des assises en fonction des besoins du lieu. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Voilà, donc on remercie à distance Marie-Annick qui n'a pas pu être avec nous finalement, il y avait un problème technique. Donc si vous avez des questions, je vous invite à nous les laisser sur le chat ou nous envoyer et on ne manquera pas de les envoyer à Marie-Annick pour qu'elle puisse y répondre à distance. Et de toute manière, tous les contacts vous seront communiqués suite à l'événement. On passe maintenant au sujet suivant, prochain intervenant, Claire Barbou, qui est la secrétaire générale de Betocib, qu'elle va nous présenter et qui a la chance d'être à côté de moi, avec nous, et à qui je donne la parole. Juste une seconde. Je relève mon écran. Bonjour à tous et merci beaucoup au Cement Lab de m'accueillir aujourd'hui. Donc je suis Claire Barbou, architecte et secrétaire générale de l'association Betocib et on m'a demandé de venir présenter le livre Béton Nature qui a été édité par Gallimard en novembre 2019 et
livre a été réalisé dans un cadre associatif et collégial par les membres de l'association Bétocide, qui sont tous bénévoles et passionnés d'architecture en béton. L'association est présidée par Étienne Tricot, architecte et ingénieur, et également par Paul Chemetov, qui est notre président d'honneur. Et les membres de l'association sont tous d'origine professionnelle différente. C'est un collectif où chacun a droit à la parole, architecte, ingénieur, plasticien, photographe, compagnon, étudiants, entreprises, industriels. Et nous valorisons tous ensemble le savoir-faire français et défendons une architecture de qualité en béton, apparent, respectueux de l'environnement, et nous prenons également l'innovation. Dans ce cadre, nous avons réalisé ce livre, Béton Nature, que vous pouvez trouver partout en France. Et c'est vrai que ces deux thèmes paraissent totalement s'opposer. Et pourtant, le béton, depuis son invention au milieu du XIXe siècle, ne cesse d'imiter la nature. Les architectes s'en servent énormément pour cela. Le béton a traversé les siècles en dialoguant avec la nature, en l'imitant par son aspect. On peut le voir à Marseille avec l'unité d'habitation de Le Corbusier, avec le béton plancher, en montrant ses composants, ses granulats locaux, en se levant aussi dans le paysage, comme on peut voir à Rio avec la villa de Niemeyer. Le béton permet aussi d'entretenir un lien spectaculaire avec le site naturel, comme la maison sur la cascade de Wright. Je me permets de vous dire ça parce que dans notre livre, nous avons voulu parler de l'histoire et de ce lien étroit qui existe depuis toujours. Et puis, on peut aussi se dire que le béton est souvent décrié pour une certaine dureté de l'environnement bâti, des villes et des espaces naturels, mais pour nous, c'était justement très naturel de montrer ce dialogue entre ce matériau et la nature à travers des architectures contemporaines qui accueillent la biodiversité presque toujours aujourd'hui. Donc, on pourrait se demander ce que le béton et la nature ont en commun. Alors, on peut peut-être passer la slide. Donc là, c'était pour vous montrer la partie historique du livre. Et puis la slide prochaine, c'est voilà, pour vous montrer un des bâtiments les plus spectaculaires de notre ouvrage, où on montre que les architectures s'inscrivent dans la nature avec délicatesse par sa composition, ses aspects, ses performances techniques, ses prouesses structurelles. Il permet aussi des constructions où le dialogue entre nature et architecture de béton s'enrichissent mutuellement. À l'heure de la densification des villes, le béton peut donner refuge et accueillir la biodiversité et jouer aussi un rôle dans la préservation de la nature. Il peut aussi émerger de la terre, la soulever par sa masse. Cela permet des constructions fortes et respectueuses d'un site. Le béton permet aussi des architectures qui interrogent le paysage et qui jouent avec ses lignes et donnent au spectateur une nouvelle perception des lieux. Par exemple, sur ces pages du livre, on voit le mémorial de Prost, qui en est un exemple très remarquable. La malléabilité du béton lui permet des formes et des sculptures très organiques. Et donc, depuis son origine, c'est un matériau qui a de grandes portées, et grâce à toutes ces nouvelles prouesses technologiques, qui permet d'affronter les vides et les paysages. Et donc, dans notre ouvrage, nous avons aussi voulu parler et donner la parole aux ingénieurs, et donner des témoignages d'ingénieurs et de dire que grâce à l'innovation, la composition propre du béton présente des atouts en faveur du développement durable. Il est recyclé, il est dépolluant, il est auto-nettoyant, il est drainant, il y a des bétons de site, il est végétalisé, il permet un circuit court, des cycles de vie, des chantiers propres. Donc cela est très important et vous pouvez découvrir ces témoignages si vous achetez le livre. Je peux faire un zoom sur 3 réalisations. Je ne vais pas parler des 35 réalisations de l'ouvrage. Si on passe à l'image suivante, on voit, donc dans l'ouvrage, il y a toutes les échelles de réalisation d'architecture en béton. Donc là, par exemple, cet exemple de maison à Saint-Germain-en-Laye est très intéressante parce que il y avait un obstacle à construire sur ce terrain, puisque le terrain était classé naturel et protégé, donc a priori non constructible et incompatible avec une extension. Et en enterrant le volume, les architectes Herzeg et Devernoy ont laissé la végétation recouvrir le volume, enterré, et donc ont camouflé le bâti. Le sol s'est soulevé de façon presque chirurgicale, et le bâtiment est ainsi encastré dans la pente en suivant les courbes de niveau. On peut voir à une autre échelle sur l'image suivante, un lycée à Marseille, de l'architecte Bezzoni,
qui est aussi un autre modèle de rapport de béton et de nature, parce que pour ce programme très important, l'architecte a choisi d'implanter le bâtiment en haut du terrain pour affirmer sa présence dans la ville, pour se reculer au maximum et pour libérer au maximum la surface du sol. Le bâtiment s'encastre lui aussi dans la pente et se développe en terrasses successives pour créer des restanques. Il permet ainsi de s'adapter au sol existant et au contexte. Et dans ces terrains très compliqués, il peut devenir une nouvelle couche géologique et la toiture terrasse devient aussi accessible pour accueillir d'autres activités publiques. Et sur l'image suivante, c'est un autre exemple, on peut voir donc cette résidence pour chercheurs de l'agence CAB Architectes, où entre mer et montagne, le bâtiment est construit à flanc de falaise, et cette horizontale permet de dialoguer avec les deux paysages, créant ainsi d'un côté une ligne de référence dans la pente, et de l'autre, elle fait écho à la ligne d'horizon, et la masse du béton apporte un sentiment de pérennité. Et le béton étant de la même minéralité, devient presque du même paysage. Les bâtiments en béton brut semblent presque avoir été taillés dans le roc. Alors dans cet ouvrage, il y a aussi le bâtiment de l'agence Chartier-Dalix qui sera présenté tout à l'heure, qui est un des bâtiments parisiens très exemplaires pour accueillir la biodiversité. Donc je ne vous le présente pas puisque l'agence va vous le présenter. Je suis moi-même très contente d'être reçue ici par Impulse Partner parce que je suis dans un haut lieu aussi de la biodiversité, puisque vous êtes dans un écoquartier de la ZAC Boussicot, que chez Méthof a construit d'ailleurs notre président. Et donc c'est agréable de voir qu'on peut le vivre chaque jour. Et voilà, pour conclure, je dirais qu'un bâtiment en béton, s'il est pris dans sa globalité, il répond parfaitement aux règles du développement durable. Le circuit court, durée de vie, biodiversité, recyclé, chantier propre. Donc, je vous invite à découvrir ce livre et je laisse la parole aux architectes suivants. Merci beaucoup. Merci Claire. Et effectivement, on a la chance d'être dans un bâtiment quand on vit tous les jours la biodiversité et la nature en ville. On va tout de suite passer sur la présentation suivante de Pascal Dalix, qui elle aussi a été enregistrée. Puis on aura un petit temps de questions-réponses avec Claire juste après cette présentation. Je crois qu'on a un problème de son. On y travaille. Bonjour. Béton et nature, béton et biodiversité sont compatibles en fait. On va vous le présenter dans quelques projets et recherches que nous sommes en train de faire à l'agence Chartier-Dalix, notamment une école qui est l'école des sciences et de la biodiversité à Boulogne-Billancourt, qui est livrée aujourd'hui, qui a été livrée il y a 5 ans, et qui est une école de 20 classes avec 2 cours de récréation, une au rez-de-chaussée que vous voyez et une au premier étage, celle du premier étage étant reliée directement à des petits escaliers que vous voyez sur la droite et qui mènent à cette toiture qui va être complètement colonisée par les utilisateurs de l'école. Donc on peut voir aussi que donc, cette terrasse en fait que vous voyez là est au 14e étage. On a ici en fait 3 espaces différents. Sur la droite, un espace de nature sanctuarisé dans lequel les élèves ne sont pas censés aller, constitué des 3 strates, Chêne Charnel, Fautissé et Prairie de Fauche, qui permet de recréer un univers naturel avec très peu d'entretien. Et puis ensuite, sur la gauche, le petit abri à poules et puis surtout des jardins pédagogiques qui font l'objet de tout un programme pédagogique mis en place par le directeur de l'école pour l'ensemble des 20 classes et du centre de loisirs. Et puis au premier front, vous voyez une prairie de fauche qui, elle, est vraiment la prairie qui redescend sur toutes les rampes et qui vient agrémenter comme ça cette surface, cet espace de biodiversité, qui est offert aussi aux
donc qui est aussi un véritable jardin en toiture, un paysage extrudé en fait pour les bâtiments qui sont autour, qui sont du logement, des bureaux, des résidences étudiantes. Et aussi un travail sur donc ce petit paysage, sur la liberté des parcours et comment est-ce que chacune de ces rampes mène à un balcon qui passe devant les salles de classe et qui permet donc aux élèves de venir directement depuis leur salle de classe sur cette toiture. Donc une espèce de liberté d'usage comme ça qu'on a essayé de mener en même temps que l'installation du vivant sur l'école, de manière à ce que aussi ce toit se transforme en outil pédagogique, on l'a dit, pour créer un commun déjà entre les élèves puis les utilisateurs, les enseignants, travailler l'expérience aussi, et puis toute la mise en place de l'apprentissage autour de la nature, autour des questions environnementales qui sont fondamentales dès le très jeune âge. Ce bois, cette petite forêt qui, sur l'image là, a été livrée il y a 2 ans, mais aujourd'hui elle a 5 ans, donc elle est beaucoup plus dense. On a beaucoup moins de lumière dans le sous-bois, et puis l'installation d'animaux qui parfait aussi toute cette formation autour de la nature et de la biodiversité pour ces enfants du centre de loisirs et de tout l'ensemble de l'école. Un certain nombre d'ateliers y sont menés. Et puis tout un système de partage du savoir et de la connaissance. Le deuxième point d'accueil de la biodiversité, c'est le mur en fait. Comment est-ce qu'une paroi verticale peut accueillir la biodiversité en plein Boulogne-Billancourt? La question se pose vraiment. Et c'est vrai que le béton a des qualités pour ça qu'on ne trouve pas dans d'autres matériaux, puisqu'il est à la fois un très bon... il permet une inertie hydrique et une inertie thermique qui sont extrêmement performantes, qui se rapprochent de la pierre. Et ça tombait bien parce que nos premières intuitions étaient de mimer un peu ce qui se passe dans la nature, les vieux murs de chemin de pierre qui sont colonisés progressivement par une nature, souvent une nature pauvre, ou alors une nature qui peut encaisser le système, les stress, avec tout un travail sur ces façades en fonction des altimétries, qu'est-ce qu'on peut trouver comme espèces en faune et en flore. Donc on a un système d'oiseaux, enfin la panoplie des plantes que l'on pourrait y accueillir. Comment il fait ce mur? En fait, il est fait à base avec environ 3000 blocs de béton préfabriqués qui sont mis en quinconce, on va le voir sur des images tout à l'heure, mais surtout qui ont une relative épaisseur qui permet pour que les végétaux puissent sortir en façade. Il y a tout un système racinaire qui a besoin du sombre et de l'humidité, et le béton permet justement cette inertie, avec tout un travail sur le chemin de l'eau que l'on peut apercevoir sur la droite de l'image, des cannelures qui permettent à l'eau de venir s'écouler en partie latérale face, de manière à ce que les mousses s'accrochent moins sur la partie vue que sur la partie latérale, et comme ça tout un système également. C'est vraiment des petits outils, ces blocs qui accueillent aussi une centaine, sur l'ensemble de la façade, une centaine de nichoirs, avec un travail très précis de l'écologue Aurélien Huguet sur les espaces qui sont attendus et donc sur la taille du trou d'envol que l'on a installé. Les blocs sont faits à base d'un béton standard, c'est l'intérêt du projet en fait aussi, de ce projet, enfin de cette mise en œuvre, c'est que c'est juste le moule en fait qui va changer. Voilà, c'est juste un système de moule en fait qu'on réajuste à chaque fois et qui permet d'avoir des blocs de dimensions différentes. Et donc ces nichoirs qui sont des réservations à l'intérieur du moule au moment du coulage du béton. Donc ces blocs, ils font environ 3 mètres de long. Ils sont en quinconce, et ça permet à la fois de travailler bien sûr une paroi architecturale assez riche, parce que par ses ombres, par le mouvement que ça donne un élément qui est fixe, qui est figé, mais ça permet aussi de démultiplier toutes les situations de manière à ce qu'une façade plein nord accueille aussi du soleil d'est, du soleil d'ouest, avec des surplombs, des sous-plombs, de manière à démultiplier toutes les situations pour accueillir un maximum d'espèces.
Un deuxième projet qui, lui, n'est pas encore réalisé, qui sera en chantier dans pas très longtemps, mais qui est intéressant parce que là, c'est vraiment aussi une autre mise en œuvre que l'on propose pour le siège de la PHP, qui prendra place dans l'hôpital Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement de Paris. Vous voyez un bâtiment en face avec des lignes tendues, des lignes courbes, très tendues, des balcons. Et puis, au pied du bâtiment, sur la gauche, un petit jardin qui prend place face à l'entrée et qui va être sous lequel ce jardin se loge un amphithéâtre, différents locaux techniques, mais surtout un mur de soutènement qu'on aperçoit un tout petit peu sur la gauche, là, à gauche des personnages qui marchent. Et ce mur de soutènement va être en béton et va être support de biodiversité. C'est ce que l'on vise. Donc on est en train de tester en ce moment trois typologies que vous pouvez voir là, qu'on peut détailler ici avec en haut un prototype un peu biomimétique avec un système de réservation qui met en connexion des qualités de terre. Dans la partie centrale, celui des strates, où vous voyez, c'est plutôt un coulage un coulage du béton coulé en place, en fait, avec des lits comme ça de substrat, des lits de béton, de paille. Et puis un troisième prototype qui est plutôt sous forme de maille, qui est sur le bas de l'image, un peu comme du gabion, avec de la pierre récupérée, qui sera enfermée dans des gabions. Ces trois prototypes, on est en train de les concevoir pour qu'ils puissent être installés sur un site du Muséum naturel, du Muséum d'histoire naturelle rue de Buffon, dans le 5e, qui est très intéressé également à suivre l'évolution de la biodiversité sur ces parois. Donc il y en a trois différentes, sous deux expositions différentes, qui font l'objet du suivi des arts que nous accueillons à l'agence d'ailleurs. Et puis voilà un petit peu les images, les idées de ce qu'on aimerait obtenir. Donc l'idée n'est pas forcément de recouvrir, que la végétation recouvre tout, mais c'est bien d'avoir une végétation qui s'installe là parce que elle peut supporter les différents stress, qu'elle y est bien et que du coup c'est aussi une source d'exploration pour voir un petit peu ce qui peut prendre place sur ces murs en béton. La PHP, je précise que c'est avec Vinci. Et puis une autre recherche, toutes ces recherches-là sont aussi issues de ce que je vais vous présenter maintenant pour finir. Comment est-ce qu'une paroi peut à la fois tenir, isoler, nourrir et accueillir. Et donc redonner plusieurs fonctions à chaque élément architectural qui n'en ont généralement qu'une, puisque l'isolant ne sert qu'à isoler et la vêture ne sert qu'à cacher l'isolant. Donc l'idée de se dire que peut-être une paroi, un mur en tout cas, pourrait avoir ces différentes fonctions, et notamment le béton, comme on l'a dit, qui porte quand même, qui permet qui a un certain nombre de caractéristiques dont on a besoin pour ces tests. Et donc on a travaillé avec CEMEX dans leur pôle recherche et développement, avec qui on a réalisé ces prototypes, encore une fois avec des façons différentes. Comment est-ce qu'on met en réseau le substrat qui est piégé dans le béton, comment est-ce qu'on travaille avec certains de leurs bétons innovants qui sont des bétons poreux, des bétons drainants, et donc comment est-ce que la végétation progressivement peut prendre place dans ces différents blocs prototypes que l'on a réalisés et qui sont actuellement à l'étude justement de voir comment est-ce que le béton pousse. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas si ça a marché tout du long. Voilà, donc on remercie à distance Pascal Dalix pour cette très belle présentation qui est assez inspirante. On a un petit temps de questions-réponses pour Claire, si jamais il y a des questions. Mais je n'ai pas vu de questions sur le chat, donc si certains veulent se lancer, c'est le moment. On a des commentaires sur le chat en nous demandant si vous pourriez avoir les présentations. Donc oui, on fera passer les présentations à l'issue de la réunion. Et donc, s'il n'y en a pas plus de questions, je propose qu'on passe directement à Clément Lebellé, qui va nous parler de culture en ville. Bonjour à toutes et à tous. C'est bon, le son fonctionne bien? Vous avez un bon retour? Oui, bonjour, on entend bien. Bon, bah écoutez, parfait. Donc, je me présente, je m'appelle Clément Lebellé, je suis cofondateur de Culture en Ville. Est-ce qu'on peut se mettre sur la première diapo, s'il vous plaît?
Super, merci. Voilà, donc je m'appelle Clément Lé, je suis cofondateur donc la diapo juste d'avant, voilà, parfait. Donc une société de développement de l'agriculture urbaine qui existe depuis août 2015. Donc notre cœur de métier, c'est la création d'écosystèmes potagers productifs, ludiques et esthétiques au cœur des zones urbaines. Donc l'agriculture urbaine, vous connaissez bien, ça, on est déjà revenu plusieurs fois dans les présentations d'avant. Donc voilà, il y a de nombreux avantages. On peut voir écosystème, bien-être au travail, la rétention des eaux pluviales et j'en passe. Donc diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors juste pour commencer par deux petites mises en situation pour bien se rendre compte, ça c'est donc le démonstrateur d'agriculture urbaine de la maison de la RATP qu'on a installé il y a 4 ans maintenant. On voit en face de la gare de Lyon et où c'est les collaborateurs de la RATP qui s'occupent du démonstrateur. Diapo suivante. Voilà, ici, donc c'est le centre de tri postal Boulevard de la Chapelle qu'on a gagné dans le cadre des pariculteurs. Donc, c'est 1000 m² qu'on a conçu et aménagé et c'est une association interne à la Poste, donc communauté Facteur Graines, qui s'occupe de tout le suivi de cet espace. Donc, il y a maintenant plein de choses qui sont mises dessus. Donc, il y a des concerts, différents types d'événements, ils accueillent des enfants. Évidemment, l'été, c'est très prisé. C'est sur le boulevard de la Chapelle, donc ils ont installé aussi plusieurs tables pour manger, des pergolas, un mini bar à jus, etc. Donc là, on était sur, en fait, ça se voit pas, mais on a 15 mètres de hauteur avec une portance qui était très, très faible et un toit qui, malgré tout, reste très, très productif. Alors, diapo suivante, on va aller très, très vite sur les deux diapos suivantes. Donc on est trois cofondateurs de Culture en Ville, donc avec un ingénieur agronome qui est ingénieur de recherche à AgroParisTech et quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Et maintenant, donc diapo suivante, s'il vous plaît, on est une équipe beaucoup plus complète puisqu'on est une dizaine de personnes avec l'ancienne directrice du cabinet du ministère de l'Agriculture, directrice de la communication et responsable de communication AgroParisTech. On a aussi donc une responsable du bureau d'études, quelqu'un qui est responsable de l'animation, la menuiserie et j'en passe. Donc, diapo suivante. Voilà, alors ça, je voulais faire inverser diapo encore d'après, du coup, on reviendra après là-dessus. Voilà, merci. En gros, nous, on a 3 métiers et 3 produits. Nos 3 métiers, c'est une partie conception, donc bureau d'études techniques sur l'agriculture urbaine, une partie aménagement, donc vraiment où on fait les chantiers, et une partie suivi. Donc, gestion de projet. Donc, c'est comment on fait vivre le potager le plus longtemps possible. Et l'avantage d'avoir ces trois métiers, c'est qu'en fait, on a un retour d'expérience sur la partie bureau d'études techniques, sur l'aménagement et les usages. C'est-à-dire qu'on va toujours recommander des choses qui sont réalistes, des choses qui sont faisables, qu'on a déjà fait, qu'on a pu tester et qu'on sait qui fonctionnent. Et pas des choses, comment dirais-je, un peu fantaisistes ou des fois qui sont approximatives. Ensuite, les 3 produits, donc création d'écosystèmes potagers. Donc ça, c'est ce que vous avez vu précédemment, donc avec les 2 exemples du début. La création de toitures végétales 100% économie circulaire, on va y revenir dessus après. Et la création donc, de fermes urbaines qu'on exploite nous-mêmes en propre avec l'objectif d'atteindre notre propre rentabilité économique. Du coup, diapo précédente. Merci. Alors voilà, ça c'est pour faire un petit point sur le sol qu'on utilise, le substrat qu'on utilise dans le cadre du potager. Donc c'est un substrat 100% économie circulaire qui a été développé en partenariat avec l'INRA et AgroParisTech et qui présente de nombreux avantages. C'est déjà d'utiliser les déchets issus du consumérisme urbain. C'est une portance qui est très faible. On a une masse volumique de 1, donc 1 tonne par mètre cube, une rétention des eaux pluviales, une productivité très importante et très durable dans le temps. Donc là, on peut passer sur les 2 diapos, la diapo du coup numéro 9. Ah, merci. Sur la toiture végétale, je vous ai donc dit on avait 3 produits, donc potager, toiture végétale 100% économie circulaire et ferme urbaine où on exploite le site en propre. Nous, on va se différencier sur la toiture végétale des autres toitures végétalisées sur le fait qu'on a un substrat 100% économie circulaire, donc coquilles de moule, fibres de bois, marc de café, écorce et briques concassées. On a une mise en œuvre où on utilise des recherches du Muséum national d'histoire naturelle et on a un prix qui est exactement le même que
que la concurrence. On a fait plusieurs chiffrages récemment et on était vraiment toujours exactement au même prix. Donc, on est au même prix pour quelque chose d'écologiquement qui est beaucoup plus intéressant. Alors, sur les deux, pareil, il faut sauter, il faut directement passer à la diapo 11. C'est une présentation qui était... Alors, non, par contre, encore après... Voilà. Alors, sur les références, très rapidement, comme ça nous laissera quand même plus de 4 minutes pour les questions. Voilà, on a travaillé déjà avec de nombreux acteurs de l'immobilier. On peut voir Viparis, BNP Real Estate, Altara Cogidim, Bouygues Construction et d'autres. On travaille aussi avec les paysagistes. On a notre propre menuiserie dans la Sarthe où on produit tous nos éléments bois et on est fournisseur pour de nombreux paysagistes. On travaille aussi avec le secteur public. On intervient dans les écoles, dans les EHPAD, plutôt sur la partie animation. Et voilà, on travaille aussi en direct avec les entreprises, donc avec la RATP, la Poste et ce que je vous ai présenté. Là, on me dit qu'il me reste 1 minute. Moi, j'avais le chrono, j'avais encore 3 minutes, mais du coup, ça laisse le temps pour les questions. Merci Clément. Donc, on a effectivement quelques minutes pour des questions. Je ne vois pas de questions pour l'instant sur le chat. Non, pas de questions. Du coup, merci Clément. On fera suivre les questions s'il y en a d'autres qui arrivent. Et je propose qu'on accueille maintenant Ariane Léna d'Urban Canopé. Ariane, bonjour. Oui, pardon, bonjour, vous m'entendez bien? Moi, j'entends bien, oui, merci. Ok, très bien. Merci beaucoup de m'accueillir, surtout après tous ces porteurs de beaux projets. Je peux commencer? Oui, très bien. Du coup, donc je suis responsable R&D végétalisation et biodiversité chez Urban Canopé. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, Urban Canopy, c'est une start-up fondée en 2016 par Élodie Grimoin et Hubert Michaudet face à un constat qui est relativement alarmant et que j'imagine vous connaissez tous. Dans celui que, sous l'effet de l'urbanisation galopante, nos villes sont de plus en plus denses, vastes, sensibles aux vagues de chaleur et à la pollution atmosphérique, et ce, avec de lourds impacts sur la santé des citadins. Et donc, dans le contexte actuel de changement climatique, ce constat qui est inquiétant fait émerger de nouveaux besoins, donc notamment lutter contre le phénomène d'îlots de chaleur urbain, rafraîchir l'espace public, les infrastructures et les bâtiments, mais également limiter les émissions de gaz à effet de serre et assurer une bonne gestion de l'eau. Slide suivante. Donc pour favoriser la résilience urbaine face aux canicules et augmenter surtout le bien-être en ville, la solution s'appelle végétalisation, on en est convaincu. Donc la végétation, c'est la meilleure climatisation naturelle urbaine. En particulier, la plantation d'arbres en ville permet de réduire de manière significative la température urbaine, donc notamment grâce à l'ombrage, l'évapotranspiration, l'albédo, la photosynthèse, tout ce qui va permettre d'éviter que les surfaces bétonnées accumulent de la chaleur. D'après une étude, végétaliser 25% d'une ville permettrait de réduire sa température de 2 à 4 degrés Celsius. Cependant, et on en est tous conscients, planter des arbres n'est pas possible absolument partout en ville, donc, notamment en raison de l'artificialisation des sols et de l'encombrement des sous-sols. Donc, slide suivante. Merci. Et donc, Urban Canopy développe des infrastructures vertes pour la ville. Donc ces solutions, elles sont adaptables, modulaires et réversibles. Elles peuvent s'implanter partout où on ne peut pas planter d'arbres, typiquement sur des places minérales, au-dessus de parkings ou de réseaux souterrains. En fait, partout où on ne peut pas planter en pleine terre parce qu'on ne peut pas creuser une fosse. Et bientôt, on développera également des solutions pour les toitures et les façades. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Donc plus précisément, nous développons 2 gammes de produits qui utilisent la même technologie. Donc à gauche, la gamme Canopé, qui est une gamme au sol, donc qui correspond à du mobilier urbain végétalisé, qui est vecteur de fraîcheur au plus près des citadins. Et dès l'année prochaine, la gamme Dôme, que vous voyez sur la droite, permettra une végétalisation en couverture des bâtiments, des façades et des toitures.
Alors, on va passer à la slide suivante. Donc là, vous voyez notre premier produit qui s'appelle la canopée et qui est constitué de 3 entités fondamentales. Donc tout d'abord, une structure en matériaux composites résistant et léger d'environ 4 mètres de hauteur pour environ 7-8 mètres de diamètre. Deuxièmement, des plantes grimpantes qui sont adaptées à la situation climatique de votre projet. Et troisièmement, une irrigation autonome pilotée à distance et qui fonctionne grâce à l'énergie solaire. Donc pour seulement 1 mètre carré d'encombrement au sol, avec la canopée, vous pouvez végétaliser et ombrager une surface d'environ 50 mètres carrés. Et les plantes poussent dans un pot d'environ 350 litres qui se trouve au centre de la corolle et elles disposent d'une réserve d'eau d'environ 200 litres. Donc ainsi, la canopée n'est raccordée ni au réseau d'eau de ville ni à l'électricité. On va passer à la slide suivante. Merci. Donc notre principal atout, ça consiste en la maîtrise de 2 technologies majeures. Donc, premièrement, les calculs sur les structures légères et modulaires. Et sur ce sujet, nous pouvons nous appuyer sur 10 ans de R&D à l'école des ponts et chaussées. La deuxième technologie, c'est un système d'irrigation connecté qui repose sur l'utilisation de capteurs d'humidité et sur le développement d'un algorithme d'irrigation intelligent qui permet d'offrir un compromis entre répondre aux besoins des plantes et conserver une certaine sobriété en eau. Donc, toutes les données d'humidité qui sont relevées sont disponibles pour les clients sur une plateforme en ligne, en fait. Donc, ça permet également aux propriétaires de la canopée de mieux connaître et mieux maîtriser son environnement. Slide suivante. Merci. Donc, nous bénéficions de l'exclusivité mondiale sur 2 brevets. Un brevet sur la structure de la canopée avec l'école des ponts et également un brevet sur les connecteurs qui permettent de bien ingérer les jonctions entre les joncs qu'on a avec la société française Arémont. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Mais donc, l'enjeu majeur de nos solutions, ce sont les plantes, et plus précisément les plantes grimpantes. Donc, grâce à nos partenaires pépiniéristes qui sont spécialisés dans ce type de végétaux, nous avons identifié les plantes les plus performantes susceptibles de rendre des services environnementaux. Donc, notamment le rafraîchissement urbain, bien sûr, mais également le bien-être, la participation à l'esthétique de la ville, une meilleure qualité de l'air et enfin un soutien à la biodiversité urbaine, notamment par la fourniture de ressources en pollen et en nectar pour les pollinisateurs, parce qu'on utilise beaucoup de plantes fleuries. Et bien sûr, les palettes végétales peuvent être également personnalisées selon les envies du client. Donc, je vous ai mis un petit échantillon des plantes les plus performantes qui ont été identifiées jusque-là, mais on a relevé plus d'une centaine d'espèces qui peuvent être installées en France. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, donc nous avons d'ores et déjà développé des déclinaisons dans la gamme du mobilier urbain végétalisé, donc notamment la canopée asymétrique pour s'adapter aux espaces urbains qui sont contraints, des canopées équipées de brumisateurs pour un rafraîchissement plus efficace, qu'on a déjà vendu pour aménager une cour d'école, notamment dans le cadre du programme Cour Oasis, des canopées équipées d'assises ou intégrées dans du mobilier urbain de fleurissement dans le cadre d'un partenariat avec l'entreprise ATEC qui fait du mobilier urbain. Et surtout, actuellement, nous finalisons le projet de mini-canopée donc pour nous adresser à une clientèle privée telle que bars, restaurants, hôtels, terrasses. Slide suivante. Donc, au cours de la dernière année, nous avons eu l'occasion de travailler avec d'assez nombreux acteurs qui s'engagent pour faire la ville de demain. Je vous demande encore la slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on a commencé à déployer nos solutions depuis l'été 2019 et on en a déjà déployé une trentaine partout en France avec des clients aussi bien publics comme la mairie d'Asnières-sur-Seine ou de Reims, par exemple, que des clients privés comme Eiffage sur l'écoquartier Smarteil ou encore le siège du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, donc dans la région de Pau. Nous avons également mené des expérimentations qui sont toujours en cours, comme c'est le cas sur le parvis de la BNF à Paris, qui est menée grâce au C40 Cities et à l'Urban Lab, donc ce que vous voyez à droite de la diapo. Et enfin, slide suivante. Merci. Donc pour finir, je voudrais juste vous montrer une courte vidéo qui est démonstrative de la manière dont nos solutions sont déployées sur la ville. Bon visionnage et merci de votre attention.
Donc en fait, ce que vous voyez là, je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais ce que vous voyez là, c'est que les canopées sont acheminées, couchées, roulées, donc elles ont la forme d'un tube. Et on les déploie vraiment, et on les fige en fait dans cette position, ce qui est permis par ces matériaux composites qui sont extrêmement flexibles et ce qui constitue voilà, le cœur de l'innovation sur la structure de la canopée. Très bien, merci Ariane, vous m'entendez bien, donc c'est parfait. Ah, super. On a une question sur le coût? Sur le coût, donc effectivement, c'est un peu plus cher qu'un arbre. On est sur un peu plus de 10 000 € par canopée, sachant que le coût est dégressif quand on en met plusieurs et qu'il n'inclut pas le transport. Mais pour ça, n'hésitez surtout pas à nous contacter et on en discute. Et j'imagine que vous avez un service d'entretien, maintenance après la vente? Non, c'est pas nous qui réalisons l'entretien, dans le sens où vu qu'on intervient sur toute la France et qu'on est basé en région parisienne et qu'on est encore une petite équipe, on ne serait pas compétitif. En revanche, aujourd'hui, on est en train de monter des partenariats pour justement sous-traiter ce service. Mais en fait, la plupart de nos clients sont des villes, des collectivités qui ont déjà un service espace vert. Donc, pour eux, c'est la plus de logique de prendre à leur charge cette partie-là de l'entretien. Très bien. Et en quels matériaux sont vos joncs? Alors, les joncs, c'est un matériau c'est du composite fibre de verre. Donc, c'est des fibres de verre avec une résine qui les lie. Et c'est intéressant parce que déjà, c'est flexible et c'est aussi résistant que l'acier, mais 4 fois plus léger. Donc, ça nous permet d'avoir des chantiers qui sont vraiment bas carbone, vu qu'on peut hisser les corolles à la force humaine, quoi. On n'a pas besoin de machine, en fait. Alors, on a une question. Est-ce qu'on peut utiliser du bambou? Alors, c'est une très bonne question. On s'est penché sur la question également. En fait, la caractéristique de la corolle fait qu'il y a une double courbure dans les joncs, c'est-à-dire qu'ils sont courbés dans 2 sens, et les caractéristiques du bambou ne permettent pas de répondre à cette contrainte. En revanche, ce qui serait éventuellement possible, et on pense à lancer une thèse sur ce sujet, c'est d'utiliser des matériaux biosourcés, donc des nouveaux matériaux formulés spécifiquement pour ça, mais qui incluraient une partie de fibres végétales. Mais pour l'instant, on est loin d'avoir quelque chose de fini sur ce sujet, je ne vous cache pas. Très bien. Et 2 autres questions rapides. Est-ce que la végétalisation tient toute l'année, d'une part, et d'autre part, quelle est la résistance au vent? Alors, pour le fait que la végétation tienne toute l'année, ça va dépendre des palettes végétales qu'on met en place. Donc, comme vous le savez, il existe plusieurs sortes de plantes. Il y a des plantes qu'on va appeler, qui ont un feuillage persistant. Donc, le feuillage va tenir l'hiver. Et il y a des plantes au feuillage caduc, donc qui perdent leurs feuilles en automne et le feuillage revient au printemps. Donc après, ça va dépendre des goûts de notre client. Nous, on va pouvoir l'aiguiller sur les plantes les plus adaptées au climat local. Après, s'il y a des contraintes comme le fait d'utiliser des plantes au feuillage persistant, c'est quelque chose à laquelle on peut répondre. Et dans tous les cas, les plantes ne meurent pas en hiver. Enfin, l'idée, c'est de proposer des solutions qui sont pérennes, si c'est ça la question. Okay. Et pour la résistance au vent, en fait, on s'ancre au sol. On n'est pas juste posé parce qu'effectivement, la prise au vent est relativement énorme vu la taille de la structure. Donc, on s'ancre dans le sol et on a des certifications avec des bureaux d'études qui attestent du fait qu'on est capable de... pour vous donner un exemple, la tempête Ciara n'a pas mis par terre nos corolles alors qu'elle a balayé pas mal de villes dans lesquelles on était implantés. Très bien, merci vraiment pour ces réponses et cette présentation. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On passe maintenant au projet suivant avec Vertuo, Baptiste Laurent. Il est avec nous. Oui, je suis là, bonjour. Bonjour Baptiste. C'est parti. C'est parti. Slide suivante. Alors, donc aujourd'hui, je vais reprendre des constats, je pense qui ont déjà été pas mal cités jusque-là. En fait, nous, on s'est concentré sur 2 enjeux majeurs aujourd'hui qu'on vit tous dans nos villes modernes. C'est l'érosion de la biodiversité d'une part, et deuxièmement, le climat qui crée de nouveaux phénomènes. Nouveaux phénomènes climatiques, donc
hausse des températures, hausse des quantités de pluie. On sait que l'intensité des pluies change, donc il y a de plus en plus d'orages, ce qui fait que c'est compliqué en fait de gérer ça d'un point de vue assainissement. Et puis plus globalement à l'échelle planétaire, c'est une baisse des ressources en eau qui pose la question de comment traiter l'eau de pluie, qui est aujourd'hui plutôt considérée comme un déchet. Slide suivante. Et donc pour répondre à ces enjeux, aujourd'hui on sait globalement, enfin le constat est vraiment partagé par tous les experts. On sait que la nature en ville, c'est l'une des manières assez simples pour apporter des solutions, à la fois d'un point de vue technique, scientifique sur les enjeux, mais aussi d'un point de vue attractivité et esthétisme, parce que, je ne sais pas si vous avez vu pendant la campagne municipale, mais en gros, il y a quand même globalement plus de 80-90% des citadins qui sont pour une augmentation de la couverture végétale en ville. Alors pourquoi? Parce que ça a un impact aussi bien positif sur le climat, mais aussi sur l'aspect santé physique et psychique et attractivité des quartiers. Seulement, il y a une question technique qui se pose à nous, c'est d'un point de vue purement technique, on peut se dire, bon, nature en ville, ok, seulement, c'est très contraignant de développer, déployer un milieu urbain végétalisé qui soit pérenne, esthétique tout le temps, qui soit efficace, mais surtout économe en entretien. Je ne sais pas si vous avez suivi tous les cas d'expérimentation oui, on peut changer, mais tous les cas d'expérimentation de murs végétaux en ville. C'est très contraignant aujourd'hui, ça coûte très cher de maintenir un mur végétal efficace, évapotranspirant. Donc nous, notre réponse par rapport à ça, c'est de se dire comment revaloriser les eaux pluviales à travers du végétal. Donc on a créé une première gamme de produits qui s'appelle Bocage Urbain, qui donc la recherche et développement remonte à plus de 5 ans maintenant, qui sont en fait des modules en béton fibré qui revalorisent les eaux pluviales par du végétal au cœur de la ville. Donc nous, on va s'installer partout en cœur de ville où on ne peut pas disposer de pleine terre. Donc on va avoir des modules qui ressemblent un peu à des Lego, mais à l'échelle de la ville. Donc des modules dont l'échelle unitaire, ça va être 1 mètre, 1 mètre 20 de distance. Des cubes qui vont associer une partie en eau et une partie végétalisée avec une paroi poreuse entre les deux. Donc si vous voulez, on va reproduire le paysage du bocage rural qui existe en Bretagne, en Normandie, avec cette douve en eau et cette partie végétalisée. Et ces systèmes qui vont être hyper luxuriants, hyper riches en termes de biodiversité et qui vont évapotranspirer et créer une végétation de bas niveau qui est hyper efficace en termes d'amélioration de la qualité de l'air puisqu'elle capte les particules fines au plus proche de leur production. Et sur la slide suivante, deuxième aménagement type, c'est Oasis. Oasis, où là, du coup, on va venir installer des aménagements urbains extérieurs qui vont venir se poser à même le sol et qui vont venir collecter les eaux pluviales d'un bâtiment, donc en se connectant directement à des descentes d'eau pluviale. Donc ça ressemble un petit peu plus à une jardinière, sauf que derrière, il y a toute la technologie de réussir à revaloriser une certaine quantité d'eau et d'abattre, du coup, une certaine quantité pour rentrer dans toutes les lois aujourd'hui de gestion des eaux pluviales. Je ne sais pas si vous connaissez les GEMAPI et les réglementations de loi sur l'eau qui sont demandées pendant les dépôts de permis de construire. Slide suivante. Donc, le fonctionnement, il est comme celui-ci. En fait, on a créé un système. Nous, notre vision, c'est créer des systèmes qui sont complètement low-tech. On se dit, pour essayer d'adapter une ville qui soit demain résiliente et qui apporte des réponses par rapport aux enjeux climatiques, c'est pas en l'abordant de capteurs et de consommation d'énergie un petit peu partout. Donc, on a créé des systèmes complètement écosystémiques avec les végétaux vont puiser uniquement l'eau par capillarité, donc avec une partie réservoir et une partie poreuse. En fait, l'eau va venir du coup par ruissellement tomber dans le réservoir et ensuite va venir uniquement remonter dans un substrat qu'on a étudié pour aller abreuver les différentes racines des végétaux. Et donc, l'implantation, après, elle est assez vaste. On peut aussi bien s'implanter en linéaire le long d'une voirie pour délimiter un espace vert et, par exemple, créer une segmentation végétale, ou alors créer des séparations entre des aspects piétons et circulants, ou alors végétaliser un pied d'immeuble et accompagner, du coup, la délimitation végétale entre l'immeuble et la ville. Slide suivante. Voilà, alors c'est pour présenter un projet typique avec Vertuo. En gros, il y a quatre vraiment besoins adressés.
Aujourd'hui, on sait que dans les projets urbains, il y a généralement en moyenne en France 20% du foncier qui doit être attribué à des espaces verts, espaces extérieurs. Et nous, en fait, on va créer des espaces qui vont être naturellement irrigués pour maximiser la performance d'évapotranspiration, des espaces qui vont être touffus et luxuriants toute l'année. Deuxièmement, on va jouer sur l'aspect aménagement et bien-être, parce que nos aménagements vont à la fois avoir une promesse environnementale et végétale, et puis d'autre part, ils vont aussi maximiser le potentiel social dans le lieu en créant du mobilier urbain qui est associé, qui est plugué directement dans les aménagements. Troisièmement, on va adresser le besoin de gestion des eaux pluviales, puisqu'on va réduire du coup les effluents et on va rentrer dans les stratégies aujourd'hui qui sont demandées par les collectivités de gérer les eaux pluviales à la parcelle. Et puis, dernièrement, les hydrocarbures. En fait, sur une parcelle privée, on va réussir à capter des micropolluants des hydrocarbures qui ruissellent. Et donc, on va essayer de le faire naturellement. Et donc, ça permet de retraiter, revaloriser les eaux pluviales directement à la source. Slide suivante. Voilà, aujourd'hui, c'est un projet donc en R&D qui remonte à plus de 5 ans, qui a été expérimenté il y a 2 ans pour la première fois donc à Aubervilliers. Et donc, aujourd'hui, on a des partenaires aussi bien publics que privés. On adresse globalement tous les maîtres d'ouvrage. Dans le cœur de l'urbain. On a été labellisé Solar Impulse donc l'an dernier et projet de grande ambition par l'appel de la Caisse des dépôts de projet d'expérimentation de grande ambition, le projet TIGA. On a été labellisé fin 2019. Et on a quelques retombées aujourd'hui. On a une trentaine de projets aujourd'hui en étude avec des promoteurs et des foncières et des villes. Voilà. Merci Baptiste, très intéressant. J'encourage les uns et les autres à poser des questions via le chat. Et là aussi, j'ai une question sur le coût, en tout cas sur votre modèle économique. Vous vendez des études, qui réalisent ensuite des travaux. Oui, donc le modèle économique, c'est simple. Nous, en fait, donc on va premièrement soit rentrer sur des projets dans le neuf, par exemple, qui ont déjà toute une équipe de maîtrise d'œuvre existante, qui font les études hydrauliques. Et donc, nous, on va apporter une solution pour répondre à ces besoins hydrauliques. Donc, du coup, nous, on va uniquement fournir le produit dans ce cas-là. On va faire une préconisation, une proposition d'aménagement, et on va ensuite distribuer les produits. On ne va pas faire la pause, ça va être les entreprises de TP, de VRD ou de paysage, selon les projets, qui vont intégrer ces produits selon nos préconisations. Et on va faire un suivi de chantier. Sur mesure ou commencer à avoir des standards avec certains ? On a des standards et on fait du sur-mesure. On a des standards sur tous les produits qui sont enterrés dans le sol, où globalement, il y a quand même des trames qui reviennent assez régulièrement. Et après, on fait du sur-mesure selon les projets ou pour terminer souvent l'accompagnement des façades ou des maîtrises de voirie qu'il faut accompagner. Très bien, merci. On a une question sur le traitement des déchets. Est-ce que ce sont les plantes qui absorbent les hydrocarbures ou comment vous faites ? Voilà, alors en fait, donc aujourd'hui, oui. Nous, ce qu'on fait, c'est que selon le contexte dans lequel on va installer les modules, on va regarder quel est le potentiel de pollution qui pourrait être drainé dans les modules. On a remarqué, aujourd'hui, il y a pas mal d'études scientifiques qui montrent que quand on est dans un contexte urbain et avec une circulation, on va dire plutôt standard, en fait, le taux de pollution par les hydrocarbures est relativement faible. Enfin, il est de l'ordre de 50 mg par mètre cube d'eau. Donc, en fait, ça veut dire que tant qu'on capte l'eau pluviale le plus proche, qu'elle ruisselle un minimum de surface possible, on sait que nos palettes végétales sont en mesure de les traiter. Et après, bien sûr, si on a un contexte où le taux de pollution est élevé, si par exemple on est sur une route fortement passante ou dans des zones de livraison, de chalandise où il y a plutôt des camions qui circulent, à ce moment-là, on regarde la faisabilité de traiter par des palettes végétales et sinon, il faut compléter bien sûr avec un séparateur d'hydrocarbures en amont ou des choses comme ça. Très bien, merci. Et on a une dernière question sur quel entretien pour les parties réserves d'eau qui sont enterrées. Oui, donc l'entretien il est assez similaire à une cuve de rétention urbaine, c'est-à-dire en fait c'est un récurage tous les 5 ans. Donc la seule facilité, c'est que comme ce sont des modules qui sont enterrés à fleur du sol, on peut ouvrir, il y a une petite trappe d'accès technique
qui permettent d'ouvrir, de faire un récurage avec un jet forte pression. Et enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir d'équipe spécialement technique pour faire ça. Peut être l'entretien des espaces verts qui s'en occupent, quoi, par exemple. Très bien, ben, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Et donc, ça conclut notre séance d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie tous chaleureusement d'avoir participé. Je pense qu'on a quand même un certain nombre de projets très intéressants qui nous ont tous démontré le lien entre le matériau, la biodiversité, les avantages notamment du béton. Et on pense qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire pour aller plus loin dans ce stade-là. Je vous donne tous rendez-vous au mois d'octobre prochain pour notre prochain événement. Et on avait engagé sur 18 heures, donc on n'est pas trop mal en termes de timing. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.